Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de l'International, une émission qui parle des entreprises et des associations qui sont membres de l'APEX. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Pierre Despenoux. On va parler de tout votre développement et puis de vous rappeler que vous êtes membre de l'APEX depuis quelques années. On vous en remercie déjà puisque vous êtes un membre qui a participé activement à son développement et qui partageait avec l'ensemble de nos membres. Donc Pierre, merci pour cela. Et puis, on aura la chance de parler de toute l'évolution de Gymchecks depuis quelques années. Donc, Pierre, est-ce qu'on peut avoir une présentation de l'activité de Gymcheck ? Mais bien entendu, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, Gymcheck est une société de biotechnologie, donc une société de recherche et développement dans le domaine de l'immunologie. Et notre mission, notre but, c'est d'identifier, de développer de nouveaux candidats médicaments dans la lutte contre le cancer, les maladies infectieuses, mais également les maladies auto-immunes. Avec évidemment, je suppose, un développement à minima européen et puis un FDA approval pour aller aux États-Unis. Absolument. Donc, il n'y a évidemment pas de frontières en ce qui concerne la lutte contre le cancer ou les maladies dont je viens de parler. Nos études cliniques sont conduites en France, en Europe et aux États-Unis, effectivement. Et du coup, donc, quels sont aujourd'hui les enjeux ou les éventuels points d'étape, les milestones pour une entreprise comme la vôtre qui a déjà eu les accords, les agréments? Vers quoi on tend pour une entreprise comme la vôtre? Alors, dans le développement classique d'une société de biotechnologie dans notre domaine d'activité, donc développement de nouvelles thérapies, est un chemin relativement bien tracé, qui démarre par la recherche fondamentale académique, sur la base de laquelle nous commençons nos travaux, dits précliniques, c'est-à-dire avant d'arriver dans des essais cliniques chez l'homme. Donc la préclinique vise à se prémunir d'une toxicité inattendue chez l'homme et non pas de se garantir, parce que c'est toujours très compliqué, mais au moins de se donner le plus de confiance possible qu'il n'y aura pas d'effets indésirables majeurs lorsque nous arriverons chez l'homme. Puis ensuite démarrent les études cliniques. Phase 1, phase 2, phase 3. Bon, pour faire court, ce sont des études qui, dans un premier temps, visent à confirmer la non-toxicité chez l'homme, donc chez les patients atteints de cancer ou d'autres maladies. Puis ensuite, on passe en phase 2, et là, pour faire simple, ce sont des études dites randomisées, où on va comparer l'efficacité de nos thérapies versus l'existant, les traitements de référence, à petite échelle, ou à moyenne échelle. Et la phase 3, qui conditionne la commercialisation sur le marché, vise à confirmer à la fois la non-toxicité, mais également l'efficacité du produit, alors seul, en monothérapie, ou en combinaison avec d'autres traitements, à grande échelle. Et donc là, ces études permettent ensuite la commercialisation du produit. En tout, vous pouvez compter au moins 10 ans, et des centaines de millions d'euros pour parvenir au développement de ces produits jusqu'à leur fin. Donc on en parlera puisque c'était l'objet d'une de nos tables rondes précédemment sur la réussite de sa levée de fonds pour préparer son activité internationale ou en tout cas le développement de son activité. On reviendra là-dessus, Pierre. Justement sur cela, aujourd'hui, est-ce qu'en fait on achète des produits Gymcheck ou est-ce que les produits Gymcheck sont eux-mêmes après distribués par des grosses majors qui, eux, ont un catalogue de produits, j'ai envie de dire, en magasin Oui, alors non, la spécificité de notre entreprise, enfin de nos entreprises de développement en biotech en particulier, enfin en thérapeutique de manière générale, nous ne vendons rien, et en très grande majorité d'entre nous, nous ne vendrons jamais rien. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de découvrir les traitements du futur, de démontrer leur, comme je l'expliquais, non-toxicité et bénéfices cliniques supérieurs, parce qu'il ne suffit pas d'apporter un produit qui soit meilleur à la marge, il faut qu'il soit significativement supérieur à l'existant. Et classiquement, alors sauf si on est dans des marchés de niche où on peut possiblement envisager de commercialiser le produit nous-mêmes, la très grande majorité de ces sociétés transmettent leurs travaux
à un stade plus ou moins avancé dans le développement, aux sociétés que vous appelez les majors, qu'on appelle les big pharma, qui finiront le développement et commercialiseront le produit. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de démontrer la supériorité clinique, enfin l'efficacité en particulier, de convaincre les acteurs de l'industrie pour qu'ils s'en emparent et ensuite emmènent le produit et le commercialisent. Et donc du coup aujourd'hui, ImCheck Therapeutics, c'est pour qu'on ait un ordre d'idée de l'emprise et de l'impact territorial, c'est combien de personnes? On peut avoir quelques métriques, personnes ou chiffre d'affaires ou montant investi, montant levé? Alors par définition, nous n'avons pas de chiffre d'affaires, comme je viens de vous l'expliquer. Ah. Notre modèle, ce n'est que de dépenser. Donc aujourd'hui, une société comme ImCheck, au stade de développement où nous en sommes, c'est plus de 2 millions dépensés par mois. C'est une science extrêmement coûteuse. Le développement clinique, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, est quelque chose d'assez cher. Et nous avons donc levé 3 tours de financement, A, B et C. La dernière levée était de l'ordre de 96 millions. Et nous avons aussi été reconnus dans le cadre de France 2030 et avons obtenu à la fois des subventions et des aides remboursables du gouvernement de l'ordre de 20 millions. En tout, ImCheck aura levé depuis 2017 à peu près 180 millions d'euros qu'elle aura mis entièrement au concours du développement de ces produits. Nous sommes 48 à baser 47 d'entre nous sommes basés à Marseille sur le site du CNRS Joseph Héguier et nous avons un employé aux États-Unis. D'accord. Bon, le seuil de 50, on l'a compris, c'est un seuil un peu particulier, hein, mais ça fait partie des organisations des entreprises. Quand il sera dépassé, il sera dépassé. Oui, en l'occurrence, ce n'est pas une limite. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous n'avons que 48 employés parce que... Bon, d'abord, on a besoin de talents d'experts, hein, que ce soit des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques, et puis aussi une petite équipe d'administration et le management. Nous sommes 4. Et avec un labo, donc tout ça évidemment est une sorte de ruche qui n'arrête pas. Une grosse partie de nos activités sont également externalisées, hein, tout ce qui est évidemment les investigations cliniques, ce ne sont pas nos patients évidemment. Nous développons le produit, nous fabriquons le produit à des fins de recherche et de développement. Nous le mettons entre les mains de cliniciens spécialisés, comme l'Institut Paoli-Calmette ou d'autres instituts de recherche. Et ce sont ces centres qui administrent le produit aux patients, qui offrent aux patients une alternative, si jamais ils sont arrivés au bout du bout de ce qui était disponible pour les guérir. Donc vous avez parlé de série A, série B, série C. Quelles sont les prochaines étapes pour ImCheck? Alors, nous sommes en train de préparer 2 phases 2 randomisées, donc une en tumeur solide, donc tumeur des organes, probablement sur le mélanome, et une étude sur la leucémie myéloïde, pour laquelle on vient de publier des résultats transformationnels pour ces patients. Et donc ces 2 études devraient démarrer mi-2026. Et comme je vous l'ai expliqué, ce sont des recherches évidemment coûteuses, et nous sommes repartis pour lever à nouveau 100 millions d'euros d'ici la fin de cette année. Alors on dit, est-ce que c'est une série D? Une série D. Voilà. C'est une série D. Donc vous êtes membre de l'APEX depuis plusieurs années maintenant. Quel était, pour donner envie à d'autres personnes qui souhaiteraient nous rejoindre, c'était quoi le narratif ou le rationnel au début pour nous rejoindre? Il y a plusieurs choses. La première, je pense qu'il y avait un fit humain. À l'époque, j'ai rencontré Nathalie Agege qui m'a attiré dans ce groupement d'entrepreneurs. Donc il y a vraiment une chimie entrepreneur qui marche bien. Et à l'époque, l'APEX avait monté ou était sur le point de monter un programme d'accompagnement de sociétés comme les miennes pour installer des employés de la société, notamment qui venaient de l'étranger et qui avaient besoin de trouver logement, école pour leurs enfants, etc. Il se trouve que mon directeur médical venant de San Diego avec sa femme et ses 4 enfants
en bas âge, avaient justement besoin de s'installer et moi de sécuriser cette famille sur le terrain, celle-là mais d'autres également. Et c'est là que j'ai demandé à Nathalie et ses équipes de m'aider à bénéficier du programme qu'ils avaient monté pour pouvoir justement organiser tout ça. Donc on a démarré comme ça, et puis ensuite la relation s'est faite et on a fait appel à l'APEX pour d'autres missions ad hoc, notamment d'ordre RH principalement. Alors c'est bien de parler de chimie pour une Nathalie qui fait le bridge entre le textile et la chimie, et puis vous-même qui êtes dans la santé, mais qui à un moment donné se rapproche des métiers en tout cas de recherche. Et le programme évoqué, c'est le programme Be Welcome, qui continue d'exister, qui effectivement a débuté un peu avec ImCheck et avec d'autres entreprises locales, et qui continue de se développer aujourd'hui pour tout type d'entreprise, qu'elles soient grandes ou petites, pour une personne, une famille ou des dizaines de familles, comme cela a déjà été fait. On en parlait donc, une série D en cours. Pour conclure notre interview, quels seraient les points essentiels, les points clés, les quelques conseils pour aider nos membres à réussir une levée de fonds? Bon, alors je m'adresse à vos membres qui partagent la même une forme de même typologie d'entreprise que la mienne. Hein. Je ne parle pas d'entreprises industrielles, etc., qui, eux, ont leur propre modèle de rentabilité sur lequel qui leur permet de développer leurs activités. Donc, je parle des sociétés de développement, d'innovation, de manière générale, qui ont besoin de lever des fonds pour y parvenir. Donc, mon premier, et j'allais dire presque seul conseil, c'est de bien s'entourer dès le départ et, de mon point de vue, de s'entourer de fonds d'investissement très solides, non pas qui arrivent pour faire un coup, mais qui sont là pour nous accompagner à long terme. On faisait référence à mes séries C et maintenant D. Ce sont des investisseurs mes premiers investisseurs ont investi dans les tours successifs, donc ils continuent de suivre et de soutenir la société au long terme. Donc la solidité financière, la capacité financière à long terme est, de mon point de vue, ce qui est critique. Et il permet également à des entrepreneurs qui démarrent leurs activités de vérifier qu'ils vont avoir qu'il y a une adéquation entre leur equity story, leur projet, et une attirance des fonds et des investisseurs. On peut avoir des gens super, mais avec des projets qui ne sont pas les bons. On peut avoir des super projets avec des gens qui ne sont pas nécessairement les bons pour les accompagner. Et je pense que les investisseurs ne sont pas là pour juger, mais ils sont là pour accompagner et aider l'entrepreneur. Donc je pense qu'il y a aussi pas mal d'idées préconçues qui, à mon avis, sont fausses autour du monde de l'investissement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est continuer à bien s'entourer avec une équipe solide. Je n'aurais jamais pu créer ImCheck et arriver où on en est aujourd'hui tout seul, évidemment. Chacun a une contribution forte. Nous avons choisi nos employés un par un, de manière précautionneuse. Tout le monde est là, enfin, à part ceux qui ont décidé de monter d'autres projets et qu'on a d'ailleurs aidé à certains égards. Mais oui, ce sont des aventures au long cours. L'entrepreneuriat, c'est dur. Il faut être solide mentalement, il faut être bien entouré. Et oui, une belle équipe, un bon projet, des bons investisseurs. Et généralement, ça peut marcher. Donc une belle équipe, un beau projet, une capacité à délivrer. Dans le cadre de la levée, vous avez du coup aussi peut-être des investisseurs internationaux. Est-ce que ça a été un facteur d'accélération, un facteur de validation du projet international, ou un facteur qui vous a permis de vous accompagner à avoir une sorte d'aura internationale ou d'aura américaine, parce qu'on sait aussi que dans le secteur de la santé et des bio, l'Amérique est quand même un marché extrêmement important. Enfin, c'est une question critique. Lorsque nous avons réussi notre série B en 2019, fin 2019, 3 mois avant l'explosion du Covid, où on a bien cru qu'on allait passer à la trappe. En fait, on visait une levée de plus de 50 millions, qui était rare, pour ne pas dire quasiment jamais vue en France. Les fonds d'investissement français à l'époque commençaient à déployer du capital de manière plus importante, mais les tailles de fonds étaient encore relativement restreintes. Aujourd'hui, les fonds français et européens ont très significativement développé leur capacité d'investissement, et les tickets sont également de plus en plus importants. Mais néanmoins, à l'époque, en 2019,
alors que j'avais 4 investisseurs européens, j'avais l'ambition de lever 50 ou plus et d'avoir au moins un investisseur américain. Ce qui était, là encore, rare. Et on a été très fiers d'accomplir les deux, de lever 54 millions et d'attirer 3 investisseurs américains, dont Pfizer Venture, qui est quand même pas n'importe qui, et qui, oui, par la force des choses, ont projeté une image d'ImCheck, société de biotech naissante à Marseille, de l'autre côté de l'Atlantique, auprès des investisseurs de la côte Est et de la côte Ouest, qui nous connaissent maintenant très bien, et qui font partie des discussions qu'on a aujourd'hui pour la prochaine levée. Donc, un des vici, en tout cas des Big Pharma, est-ce que ça entraînait des conséquences également en termes d'organisation, en termes de vision, en termes de culture d'entreprise? Est-ce que ça se prépare aussi d'avoir un VC, en l'occurrence américain, mais en tout cas un VC international? Oui, alors moi j'avais très peur d'avoir un ou plusieurs VC américains, même si je le souhaitais, pour des raisons juste j'avais peur que la chimie ne marche pas, tout simplement, et que ce soit assez brutal, un peu plus confrontationnel que la façon consensuelle avec laquelle on travaille avec tous nos investisseurs européens. Et en fait, pas du tout. En fait, la série B de 54 millions a été co-lidée par la BPI et Pfizer Venture, qui sont quand même 2 typologies de fonds d'investissement, une banque publique, un fonds d'une boîte privée américaine. Et ça s'est extrêmement bien passé, et depuis, les Américains sont complètement intégrés dans ce consortium, qui est à majorité européenne et même à majorité française. Et en fait, on n'est pas capable de faire la distinction entre le comportement des uns et des autres. Donc en fait, il ne faut absolument pas avoir peur d'avoir des fonds américains à ses côtés. Mais la gestion de la gouvernance d'une société comme la nôtre, moi j'ai 12 investisseurs, c'est un boulot de tous les jours. Pierre, merci beaucoup pour cette transparence, sans forcément dévoiler tout ce qui se passe. Mais en tout cas, on recevait donc Pierre Depnoux. Merci beaucoup. Merci de nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et puis, à très bientôt pour les routes de l'international.